1, 2, 1, 2. Normalement, c'est carré. Donc, bonjour à tous. On va commencer cette année avec la hutte primitive. Je pensais que c'était un bon sujet pour introduire le conte et les thèmes qui vont suivre au fur et à mesure. Alors, ça nous ramène à beaucoup de choses, que ce soit les mythes qui tournent autour de ça, le récit d'Adam et Ève, la première vie de l'être humain et le fait qu'il ait tout de suite eu besoin de se protéger de l'environnement naturel l'entourant. On a forcément entendu parler dans les travaux modernes de Le Corbusier avec la hutte temple, mais il faut remonter jusqu'à Vitruve en fait pour comprendre cette idée et l'importance qu'elle a jusqu'à aujourd'hui. Donc dans ces 10 livres de l'architecture, il nous énonce, donc Vitruve nous énonce comment les hommes ont commencé à se rassembler. Il annonce aussi et surtout que le feu a joué un rôle majeur dans cette mise en place de ce qui s'apparente à être les premières communautés humaines. Il y a des premières représentations qui naissent à partir du XVIe siècle, un moment où se développe déjà en Italie, mais aussi partout ailleurs en Europe, la Renaissance en architecture. L'inspiration de l'Antiquité, la recherche des ordres, le dimensionnement par les proportions, enfin, toute la culture antique, en majorité grecque et romaine, est mise en avant dans la culture d'un style nouveau, en fait, ce qui explique l'apparition des représentations ici que vous voyez de César Césariano qui nous montre la construction de la première hutte. Faut attendre un siècle plus tard et arriver au fameux discours de la méthode de Descartes pour pouvoir observer une utilisation cette fois assez radicale du mythe. Donc on est dans une époque où la rationalité elle se présente en architecture et dans bon nombre de domaines. Claude Perrault il va traduire les 10 livres de l'architecture en illustrant une hutte au bord, euh, au bord droit avec un toit à quatre pans, une construction recouverte d'une première structure en bois, d'un recouvrement en paille pour se protéger du froid et une dernière couche de torchis. On voit le même exemple à droite sous une autre forme. Jean-François Blondet, lui, va aussi jouer le jeu. Il va représenter cette fois une hutte faite de pierres parfaitement assemblées, une toiture faisant aussi de frontons très modestes et des ouvertures contrôlées. Enfin bref, tout semble être contrôlé avec raison. Mais on va aller encore plus loin dans l'histoire. Enfin, pas si loin que ça, puisqu'on va arriver au niveau de Marc-Antoine Logier. On est dans la France qui veut s'émanciper de la religion et le baroque ayant déjà pris une place majeure en Italie. Le baroque étant lié au fait religieux par l'exubérance des formes qui accompagnent justement ce fait religieux. On entame une volonté que les formes soient plus sobres, les ornements peu voire pas présents, et on décrit les huttes primitives comme beaucoup plus simples, comme le présente donc Marc-Antoine Logier ici. La première hutte est très primitive dans son application formelle, et ensuite elle aurait inspiré les éléments architectoniques tels que le fronton, la colonne, et bien d'autres encore. Donc il se sert de ce retour à l'origine pour refaire l'architecture, pour une nouvelle démarche qui s'émancipe à travers une perspective historique. On traverse la Manche et on retrouve nos amis anglais. Donc là encore, la hutte primitive elle semble venir appuyer le discours du romantisme anglais et d'une architecture gothique dont les inspirations remontent aux premiers âges humains, si on les croit. Ici, Alexander Kars qui nous illustre des images qui seraient justement parmi les premières architectures. Donc ça ressemble très fortement à une église gothique faite d'arcs en ogive en bois, d'ouvertures larges et dans l'ensemble une structure assez fine. Et enfin, on arrive à Le Corbusier qui nous présente non pas une hutte mais un temple. L'ordre et la mesure, les justes proportions sont une chose naturelle et nécessaire qu'apporte l'architecture moderne, puisque l'humain originel utilisait ces règles. Donc, en fait, ça cherche surtout à rendre crédible l'architecture moderne, puisqu'on l'utilisait depuis toujours. Et il y a un détail assez fort et une différence par rapport à ses pairs, c'est que Le Corbusier insiste qu'il n'y avait, il y avait que des moyens primitifs, pardon, et il n'y avait pas d'humains primitifs, donc ce qui dénote de ses confrères comme Viollet-le-Duc par exemple, qui voyaient la hutte primitive comme simplement une construction de nécessité, un abri de fortune. Donc toutes ces descriptions, elles nous montrent la hutte primitive comme un moyen plutôt qu'une fin. On utilise ces mythes pour insuffler une idéologie, on transpose les idées naissantes, on souhaite rendre dominant des avis, des idéologies comme je le dis. Et on le justifie par l'histoire de cette hutte, donc, qui est une force d'évocation extraordinaire. Parce que d'une part, elle nous ramène à des conditions d'humains incapables de vivre dans un milieu naturel donné sur Terre.
Maintenant, on est au beau milieu d'une chaîne alimentaire, et de ce fait, enfin, je prends pas de risque en disant que l'architecture, en premier lieu, avait pour but de protéger l'humain de la nature, comme on le dit depuis avant, ou des ennemis potentiels. Je vous ai mis ici cette image du Jardin d'Éden, qui est une illustration de Kircher, et qui nous illustre une chose assez importante. D'une part, c'est une représentation utopique, donc là, il fait abstraction de la topographie, on est dans une vallée avec les montagnes aux alentours. Ici, il illustre le jardin d'Éden avec un enclos, donc un grand mur et 4 portes gardées par des anges. Dehors, c'est un milieu un peu plus aride, avec des animaux sauvages assez menaçants, le meurtre d'Abel et Cain, qui est une illustration de la décadence humaine, en fait, dès qu'il sort du jardin d'Éden, où là, on voit Adam et Ève avec avec la fontaine de jouvence, avec des fruits à foison, une belle nature. Et donc, de ce fait, l'humain a perdu les jouissances d'un habitat qui était plus grand, donc le jardin d'Éden, plus sûr et avec une nature dont il n'avait pas besoin de se protéger, a priori, puisqu'il n'y a pas de maison. Ou de construction, c'est un point assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune représentation du jardin d'Éden avec une quelconque construction, même un abri primitif. Donc on part du principe qu'ils n'ont pas d'abri primitif dans ce jardin d'Éden. Même pas une cabane des plus rudimentaires, quoi. Donc, après tout ça, on peut se demander si l'architecture d'aujourd'hui devrait pas prendre l'Éden en exemple plutôt que la hutte primitive. Je m'explique, faut pas le voir de manière littérale, mais enfin, on peut se poser la question, est-ce que par le fait qu'on n'ait pas les moyens d'avoir un dispositif qui nous permet d'être en osmose avec la nature, puisqu'il s'agit de ça dans l'Éden, la hutte primitive est pas devenue notre propre prison, dans laquelle on tente de se rassurer depuis tout ce temps et qui commence à nous tuer au fur et à mesure comme une tumeur? Est-ce que l'architecture doit pas arrêter de la prendre comme exemple? C'est ce genre de questions qui, je trouve, peut nourrir les premières pistes d'architecture, de réflexion qui puissent apporter des réponses, surtout en ce qui concerne ce thème, et le fait qu'on n'ait pas encore passé, après tout ce temps, de contrats avec la nature, comme on a pu faire des contrats sociaux à une certaine époque. Aujourd'hui, je prends pas de risque en disant que l'architecture répond pas de manière convenable à l'actualité, qu'elle soit sociale ou écologique. Donc considérer l'histoire, à la limite, aiderait, en tout cas j'y crois, à trouver les pistes et inspirations pour remodeler un présentisme parfois assez effrayant. Bon, je m'arrête là. J'espère que vous avez pu me suivre. Je suis allé peut-être un peu vite, un peu en profondeur ou pas. J'aurais pu parler des travaux de Rick Vert, qui en parle beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait se lire. Et on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est super enrichissant. En tout cas, la hutte primitive, on le voit, c'est un temple. Enfin, c'est un exemple, excusez-moi. C'est un exemple d'un outil qui est très puissant et qui pourrait nous faire croire que l'abstraction rend immortel. La force d'évocation que la hutte primitive a par le fait qu'elle appartienne à des temps immémoriaux, sans aucune preuve, même déduction archéologique, renforce les rêves et les fantasmes à son propos. Enfin, c'est des mythes auxquels on n'est pas obligé de croire, mais il y a ce mystère, il y a cette belle chose, il y a cette force d'évocation qui est le début de notre condition et qui nous fait prendre du recul sur le chemin parcouru. Voilà, donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit le négatif ou le positif, je prends tout. Voilà, c'était tout pour la première de cette longue série qui abordera plein de sujets.